Son sourire, des études en Europe, une femme charmante. Bachar el-Assad avait tout pour plaire. En Syrie, mais surtout en Occident. En 2000, après 30 ans de dictature sous Hafez el-Assad, le temps de l'ouverture et des réformes semblait enfin venu à Damas. Un espoir rapidement envolé. Depuis désormais 2 ans, le régime de Bachar el-Assad s'est même révélé encore plus sanglant que celui de son père. C'est une grande prison, c'est un grand abattoir, la Syrie aujourd'hui. Nous avons rencontré ceux qui ont côtoyé Bachar el-Assad de près, ses alliés et ceux qui veulent sa chute, pour comprendre pourquoi, 2 ans après le printemps arabe, la Syrie est toujours à feu et à sang. Il pense que plus il utilise la violence, plus sa popularité va augmenter. C'est un homme malade. Nous avons l'impression d'une machine qui devient folle. Elle est folle de criminalité, elle est folle de cruauté aveugle. Bachar el-Assad est un homme nationaliste. Il pense à son pays, à son peuple. Chacun, y compris les Russes d'ailleurs, le savent, il n'y aura pas de solution sans départ d'Assad. Deraa, mars 2011. Les jeunes de cette ville, située tout près de la frontière avec la Jordanie, ne se doutent probablement pas qu'ils vont déclencher une révolution dans leur pays. Une révolution qui se transformera en guerre civile. Tout a commencé en Syrie à cause d'un enfant qui a vu son père pleurer pour un problème financier qu'il a eu avec un partenaire et qui était foudrage et triste pour son papa et qui le lendemain a écrit sur les murs « Abba ». Ali, je ne sais pas qui. Et derrière, les enfants de sa classe sont venus derrière et ont répété « Abba le tyran »,« Abba Bachar el-Assad ». Des gamins de 16, 17 ans, 15 ans, et qui sont emmenés, emprisonnés, torturés immédiatement, avec des ordres qui sont venus de Damas. Certains sont morts, et du coup, le régime avait déjà perdu toute chance d'un retour en arrière. L'histoire du chef de l'une de ces familles va faire le tour de la Syrie et alimenter la colère de la population. Ce bédouin est allé voir directement le gouverneur local pour tenter de faire libérer les enfants. Il a ôté son kéfier de sur sa tête, le posant sur la table en disant « Mon honneur est entre vos mains, rendez-nous nos enfants ». Et il aurait été dit que le gouverneur de Deraa a pris ce kéfier, l'a jeté dans la poubelle et a dit aux enfants, oubliez-les, faites-en d'autres, et si vous n'arrivez pas à en faire d'autres, envoyez-nous vos femmes, on s'en occupera. Et c'était fini. À la tête de la sécurité d'État à Deraa, Atef Najib, cousin germain de Bachar el-Assad. Mais malgré cette répression immédiate à la mode syrienne, les manifestants, inspirés par les images du printemps arabe, continuent de crier leur colère dans la rue. Najib fait alors appel à son autre cousin, Maher, le frère du président. Maher, bras armé du régime, dirige la très redoutée 4e division et la garde républicaine. Il envoie les chars dans la ville. 2 semaines plus tard, les hélicoptères du régime entrent à leur tour en action. Ça a explosé dans les provinces, les unes après les autres. C'est un cycle d'embrasement qui a commencé. Ce sont principalement des jeunes, des activistes,
ce sont des manifestations éclairs qui ont lieu 10-15 minutes et les gens doivent se replier rapidement. Car dès le premier jour, le régime se montre impitoyable et tire sur ses manifestants pacifiques. Hamza al-Khatib, âgé d'à peine 13 ans, devient le visage de cette cruauté. Selon l'opposition, ce garçon, arrêté le 29 avril en marge de manifestation à Deraa, est torturé à mort par les services de sécurité. Son corps, contrairement à de nombreux autres, n'a pas disparu. Un enfant torturé, le sexe mutilé, les yeux crevés, le corps criblé de balles, rendu à ses parents après 1 mois. Le régime et ses alliés, dont l'Iran, démentent ces accusations. Ils affirment que Hamza al-Khatib n'a pas été torturé et qu'il est mort lors d'un échange de tirs entre des bandes armées et les forces de sécurité. Ce n'est pas du tout acceptable pour nous d'entendre que le gouvernement syrien va torturer des enfants pour lutter contre les armes, contre les hommes armés ou les éléments terroristes qui sont là et qu'ils provoquent. Non, ça c'est absolument, c'est pas vrai. Mais les démentis ne calment pas la rue. Comme Mohamed Bouazizi avant lui en Tunisie ou Khaled Saïd en Égypte, Hamza al-Khatib devient le symbole de la révolution. Son portrait est brandi dans les manifestations à travers tout le pays. Bien sûr que son meurtre a un but, celui de terroriser les gens. Mais cela a eu l'effet inverse. Le fait qu'il ait été réprimandé de cette manière brutale a fait que l'armée, ou en tout cas les éléments qui ont voulu faire désertion, ne pouvaient plus supporter et ont pris les armes. La Syrie s'embrase. Si le noyau dur du régime reste intact, les désertions se multiplient au sein de l'armée. Damas serait donc obligé de sous-traiter en partie la répression à ses alliés. Selon de nombreux témoins, des Iraniens et des hommes du Hezbollah libanais se battraient sur le territoire syrien, aux côtés du régime. Tout le monde le sait, mais nous le savons, qu'à la fois le Hezbollah participe au combat et l'Iran, et cela de plus en plus. Au Liban, chaque semaine, il y a des cercueils qui reviennent de la frontière syrienne pour être enterrés au sud Liban et dans la Bekaa, des combattants du Hezbollah enterrés discrètement et qui viennent de la zone nord où ne se trouve pourtant pas l'ennemi que le Hezbollah est censé combattre, à savoir Israël. Les opérations militaires sont dirigées par des Iraniens. Il y a des forces d'élite des gardiens de la Révolution qui se battent aux côtés du régime. L'Iran, lui, conteste formellement cette présence militaire. Mais Téhéran reconnaît pourtant à demi-mot s'impliquer auprès de son allié sur le terrain. En ce qui concerne, disons, des hommes militaires, ça c'est pas vrai. Nous sommes à côté pour leur donner des conseils nécessaires, pour, disons, aider à pouvoir dépasser cette période. Surtout dans le domaine économique et commercial, nous avons une relation stratégique et bien étroite avec la Syrie. C'est une relation bien historique et bien sympathique. Nous sommes devenus un terrain d'affrontement pour les forces régionales, pour les puissances régionales. Car pendant que rebelles et forces régulières s'affrontent, la communauté internationale est en panne de solutions. Les réunions diplomatiques s'enchaînent, sans résultat. Si cette communauté internationale s'était retrouvée pour intervenir en Libye en 2011, cette fois, la Chine et la Russie bloquent toute intervention ou sanction contre Damas. On n'avait jamais vu ça depuis la fin de la guerre froide. C'est que la Russie a opposé 3 vétos successivement à des résolutions, et des résolutions qui n'imposaient pas des sanctions contre Assad, des résolutions qui menaçaient éventuellement de sanctions Assad. Ils avaient de mauvaises expériences à propos de leur vote pour l'adopter, la résolution à propos de la Libye. Ce qui s'est passé était amer. Le résultat, disons, de l'interprétation de cette résolution, c'est pourquoi
il ne voulait pas répéter la même histoire. La Russie a des intérêts majeurs en Syrie. Ce sont les ventes d'armes, c'est la base navale, c'est d'une certaine manière le dernier point d'appui de la Russie dans le monde arabe, parce que par rapport à ce qui était il y a 40 ans, la Russie s'est fait expulser du monde arabe. Et à l'inverse de la situation libyenne, l'opposition ne parvient pas à s'unir. Les révolutionnaires syriens de l'intérieur ne se sentent pas représentés par les opposants qui occupent la scène médiatique, mais sont principalement issus de la diaspora. Cette opposition en exil prend d'abord la forme du Conseil national syrien, lui-même miné par les divisions. Ses représentants réfutent toute responsabilité dans le blocage de la situation. Si toute l'opposition parlait d'une seule voix aujourd'hui, Bachar el-Assad ne tomberait pas. Ce que nous devons voir sur le terrain, c'est que nous n'avons pas d'aide extérieure qui soit à la mesure des forces armées du régime de Assad. Donc les divisions de l'opposition, c'est aussi très largement le reflet des divisions de la communauté internationale. En novembre 2012, plus d'un an et demi après le début de la révolution, les différents courants de cette opposition se retrouvent ici, au Qatar. Sous la pression de la diplomatie américaine, ils finissent par former une entité commune, la Coalition nationale syrienne. La France, suivie par de nombreux autres pays, reconnaît alors très rapidement cette coalition comme le représentant légitime du peuple syrien. À quoi ça sert la reconnaissance? 160 États ont reconnu l'OLP. En quoi cette reconnaissance a-t-elle servi les Palestiniens? Cela a-t-il empêché l'extension israélienne en Cisjordanie? Cela a-t-il rendu un seul de leurs droits aux Palestiniens? Abdel Halim Khadam a été un pilier du régime sous Hafez puis Bachar el-Assad. Il en connaît tous les rouages et toutes les failles. Entré en dissidence en 2005 après avoir été marginalisé, il est aujourd'hui l'une des rares voix à réclamer une intervention militaire internationale sur le sol syrien. Seul moyen, selon lui, de venir à bout de ce régime, quitte à passer outre le blocage des Nations Unies. Pourquoi la communauté internationale reste-t-elle silencieuse? Pour la paix dans le monde? Pourquoi elle ne s'est pas préoccupée de la paix dans le monde quand ils ont bombardé le Kosovo, malgré le veto russe au Conseil de sécurité? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas préoccupée de la paix dans le monde quand elle est intervenue en ex-Yougoslavie, contre la volonté de la Russie? Pourquoi juste en Syrie? C'est ça la question. Recevoir des leçons du président Khadam, qui a été pendant 40 ans un des soutiens du régime d'Assad, est assez savoureux. Bon, ça c'est une première note. Cela étant, sur le fond, la question de l'intervention militaire est une question légitime, et je ne vois pas le pays qui aurait été prêt à voir ses hommes mourir dans ce genre d'entreprise. Regardez avec quoi nous combattons. Face à des avions, des chars et des roquettes. Si la communauté internationale refuse de s'engager militairement comme elle a pu le faire en Libye, jusqu'à présent elle refuse également de livrer les armes demandées par les rebelles. L'Occident craint que ces armes ne tombent entre de mauvaises mains, notamment celles de combattants islamistes. Ça n'a donné que l'effet contraire, à savoir une islamisation rampante et aujourd'hui fulgurante de l'armée libre et des révolutionnaires sur le terrain. Il faut une volonté et un soutien de la part de la communauté internationale et aussi de la part des pays de la région d'arrêter d'envoyer d'armes, d'envoyer d'argent pour certains groupes armés. Les seuls pays qui ont plus ou moins reconnu, armé les rebelles sont l'Arabie saoudite et le Qatar. Ce qui est inquiétant par contre, c'est le fait que ces pays-là auraient plutôt tendance à soutenir et à armer des éléments proches du salafisme et proches des frères musulmans. Les salafistes pour l'Arabie saoudite et les frères musulmans pour le Qatar. Ça n'a aucun fondement. L'Arabie saoudite et le Qatar n'ont pas dépensé un seul dollar pour acheter des armes ou pour financer militairement la révolution syrienne.
Les Occidentaux savent aussi que les insurgés ne sont pas toujours les révolutionnaires pacifiques de la première heure. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent des groupes rebelles de se livrer à des exactions, notamment, comme sur ces images, des exécutions sommaires. À part des armes légères et quelques rares missiles anti-aériens, l'armée syrienne libre n'a pas les moyens qui lui permettraient d'inverser le rapport de force. Les pro-Bachar affirment, eux, que si le régime tient toujours, ce n'est pas à cause de l'inaction de la communauté internationale, mais grâce au soutien d'une grande partie du peuple syrien. On entend que bon, d'ici, demain, Bachar al-Assad est parti, est tombé, ça sera fini. Ce n'est pas comme ça, parce que la réalité, c'est que Bachar al-Assad est soutenu par la majorité du peuple syrien, et il est là parce qu'il est encore soutenu. Les insurgés contrôlent aujourd'hui une partie du territoire. En juillet 2012, ils décapitent l'état-major du ministère de la Défense. Assef Chaukat, beau-frère de Bachar el-Assad, et le ministre Daoud Raja sont tués lors d'un attentat dans un bâtiment sécurisé du centre de Damas. Les rebelles mènent pendant un temps les combats au cœur de la capitale, tout près du centre du pouvoir. Son destin sera celui de Mouammar Kadhafi. Sûrement que Bachar el-Assad craint pour ses jours, cela va sans dire, puisque plusieurs fois d'ailleurs les rebelles ont tenté de s'approcher du palais présidentiel, rêvant à leur tour de mettre fin au jour de celui qu'ils appellent le tyran. Il a peur. La preuve, il ne dort pas 2 nuits de suite au même endroit. Il ne mange pas la nourriture tant que les cuisiniers n'ont pas goûté avant lui. Et il mange dans les mêmes plats que ceux qu'ils ont utilisés. Ceux qui connaissent Bachar el-Assad de près disent tous qu'il ne partira que par la force. Autrement dit, nous voyons le scénario de Mouammar Kadhafi devant nous. Il est assez effrayant, car si il devait partir de cette manière-là, il est probable que nous aurons des violences qui dureront. Des violences qui risquent donc de gangréner le pays pendant encore longtemps. Après Deraa, Homs ou Hama, la ville d'Alep est devenue depuis l'été 2012 le front principal du conflit. Les manifestations ont mis de longs mois à faire leur apparition dans cette ville, capitale économique du pays. Une nouvelle fois, le régime réprime à l'arme lourde. Toutes ces vidéos amateurs qui nous parviennent de Syrie sont difficilement authentifiables, mais elles témoignent de scènes parfois surréalistes, à l'image de ce présumé soldat qui allume un bidon visiblement rempli d'explosifs avec une cigarette avant de le jeter au-dessus d'un village. Ses adversaires jugent la chute du régime inévitable, mais il tient toujours. Il y a plus d'1 an, la rébellion et les Occidentaux promettaient déjà une fin très proche. Je pense que les problèmes commenceront quand tombera le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Parce que la communauté internationale a trop attendu. La chute de Bachar el-Assad ne signifiera pas le salut de la Syrie. Ces 2 ans de combat ont mis le pays à terre. Les villes sont en grande partie détruites, les morts se comptent par dizaines de milliers, l'économie est au point mort et l'opposition politique reste très divisée. Pire, les tensions interconfessionnelles risquent d'alimenter encore un peu plus un cycle de violence sans fin. De nombreux spécialistes craignent que la minorité alaouite, au pouvoir depuis 40 ans, soit prise pour cible par la majorité sunnite. La minorité chrétienne, elle aussi, craint pour son sort, et le régime n'a toujours pas dit son dernier mot. La communauté internationale n'a pas entendu ce message assez clairement. Il y a bien eu des déclarations de responsables du régime qui ont dit « nous brûlerons tout avant de quitter la Syrie, avant de quitter le pouvoir ».
demain, la communauté internationale va entrer dans une Syrie, ou trouver une Syrie en ruine, à genoux, avec une société absolument exsangue, et où la haine intercommunautaire, les envies de vengeance vont être à leur apogée. Écoutez, il faut qu'il reste un peuple. Il faut qu'il reste un peuple capable de s'unir à nouveau. En Syrie, il y a une nouvelle génération que personne ne peut ignorer, ni ignorer les ambitions de cette génération. Une nouvelle génération qui, si elle parvient à renverser le régime, ne devra pas seulement reconstruire un système politique, mais un pays tout entier.